Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue sur Politique sous influence. Chaque semaine avec Juliette Briens, vous le savez déjà, nous rembobinons pour vous les fils Insta, Twitter, Twitch, TikTok, la seule émission qui permet de comprendre comment les réseaux sociaux influencent notre vie politique et notre débat politique. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe sur les réseaux. Et vous avez aussi le droit de nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag PSI comme Politique sous influence. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Juliette. Cette semaine, nous allons donc parler de la semaine infernale d'Emmanuel Macron, une semaine de bad buzz sur les réseaux pour lui. Nous allons aussi vous expliquer comment les réseaux font la promotion de l'obésité. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est beau, plus c'est chic. Nous allons également revenir sur une étrange fascination pour le phénomène des transsexuels. Peuvent-ils concourir à Miss France? Et puis nous allons vous présenter une figure de proue, je suis déjà troublé par sa présence, du sexo-féminisme en ligne, l'excellentissime Dora Muto, qui elle-même est harcelée, on va le voir, par les défenseurs des transgenres. Voilà, c'est parti pour les buzz de la semaine. C'est à vous, Juliette. Vous allez nous parler du président Macron. Finalement, on pourrait dire des bad buzz que Jacques Chirac disait des emmerdes. Les bad buzz aussi se la volent en escadrille. Racontez-nous. Semaine compliquée pour le président de la République. On a l'impression que le sort s'acharne un peu sur lui, mais pas que. Ses contradicteurs s'en prennent même à ses proches. Si vous avez traîné sur Twitter cette semaine, vous n'avez pas pu passer à côté de ce hashtag resté en tendance des sujets les plus discutés. C'est le hashtag Jean-Michel Trogneux. Ah oui, vous traînez sur Twitter, vous. Ça m'arrive, je le confesse. Eh bien, tout commence avec une dénommée Natacha Ray, une journaliste, je mets des gros guillemets, car on peut dire qu'elle se passe plutôt en dehors du cadre déontologique propre à cette profession. Sur son compte Facebook, Natacha Ray voue une animosité sans pareil au président de la République, qu'elle qualifie de collabo. Rien que ça, elle voudrait le retour du roi. Elle honnie la République, et pour couper la tête de cette République, elle voudrait couper la tête d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, c'est Marat et elle, c'est Charlotte Corday. C'est exactement ça. Un jour de septembre 2021, elle participe à l'écriture d'un article dans la revue Faits et Documents. Ah, il faut s'arrêter un instant sur Faits et Documents. ça c'est vintage, c'est pour moi. Donc c'est une publication qui porte bien mal son nom, chers auditeurs, puisqu'elle s'apparente à un concentré de complotisme souvent antisémite, obsédé par la franc-maçonnerie et notamment tenu par un certain Xavier Poussard, un proche d'Alain Soral. Bon, pour le dire simplement, Faits et Documents devrait plutôt s'appeler Torchons et salissures ou Mensonges et crachats. Et encore, ce serait assez sympa. Pas faux. C'est vraiment une publication, voilà, c'est digne des revues antisémites des années 30, quoi. Et l'article de Natacha Ray dans Faits et Documents fait part de révélations incroyables concernant l'épouse du président Macron. Je vous fais grâce du suspense. Brigitte Macron serait en fait un homme. Incroyable. Et pour le prouver, Natacha a retrouvé une vieille photo de famille de Madame Macron, sur laquelle apparaît un des frères de cette dernière, Jean-Michel Trogneux, justement. Et en fait, selon Natacha, ce frère serait introuvable aujourd'hui. Et la vérité vraie, vous la connaissez, c'est bien sûr que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont en réalité une seule et même personne. Oh mon Dieu. Plus sérieusement, après avoir discuté avec Mais c'est perdu de vue, là. On n'a pas retrouvé Jean-Michel. Voilà. Et donc, en fait, elle a participé à une vidéo sur YouTube depuis 4 heures avec une sorte de médium, cette Natacha. Et elle a fini par réussir son coup puisque ça a attiré l'œil des réseaux sociaux. 460 000 vues quand même. Oui, c'était une vidéo qui a été beaucoup vue. Et ça, c'est l'allumette qui a été craquée pour allumer le feu à la plaine numérique, en fait. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on lance une folle rumeur. On prend une série de faits et puis on prend une médium et on se filme pendant 4 heures et là oui, ça voilà. Et c'est comme ça que tout le grand cirque a commencé. Donc lundi 13 décembre, c'est ce jour-là que le hashtag a réellement explosé et s'est hissé au top 1 des tendances, pour y demeurer 3 jours entiers. En tout, on approche des 60 000 tweets sur le sujet, donc c'est quand même énorme et ça a duré plusieurs jours. Alors 60 000 tweets, Guillaume, ça veut pas dire 60 000 personnes. Certains utilisent la méthode qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire tweeter sans arrêt pour donner l'impression d'un sentiment majoritaire ou pour justifier une prise de position. Vous vous rappelez, c'est ce que Anne Hidalgo avait dénoncé lors de la campagne Saccage Paris. Bon, sauf que dans son cas, il y avait réellement un mouvement populaire. En tout cas, c'est-à-dire que c'était une sorte d'amorçage de pompe, mais il faut que ça prenne. C'est oui, ça voilà. Que vous expliquez. Tweeter sans arrêt pendant 2 heures, un petit groupe, et ils arrivent à faire monter un hashtag et faire croire qu'il y a un vrai mouvement populaire. Voilà. En tout cas, on constate quand même que c'est un joli coup de la part de ces contradicteurs les plus zélés. La
gratuité et la cruauté d'une telle invention partent de très mauvaises intentions de la part des militants aux causes plus que douteuses, mais une fois sur les réseaux, elles explosent en fait et deviennent virales, car bien évidemment, elles prennent aussi un caractère comique qui passe largement par la culture des mèmes sur Internet, le détournement d'images, etc. Mais aussi elles sont largement partagées par tout type de profil, anti-vax, complotistes. On est quand même dans le second degré, dans le troisième degré, etc. Voilà, mais d'ailleurs, ce genre de théories ne sont pas tout à fait nouvelles, n'est-ce pas Guillaume? Ah ben non, c'est même très vieux tout cela. Juliette. D'abord, l'association du sexe et du pouvoir, c'est vieux comme le monde, c'est un grand classique. Et la calomnie de nature sexuelle, notamment visant les femmes des puissants en France, est un grand classique. On prêtait des orgies à Marie-Antoinette. On avait accusé la femme de Georges Pompidou de participer aussi à des parties fines. Le sexe fascine, le pouvoir fascine. Alors les deux ensemble, c'est vraiment de la nitroglycérine. Mais là, on n'a pas seulement affaire, je pense, à une rumeur qui vise la sexualité de la femme d'un homme puissant. On a une rumeur qui concerne l'identité du genre de la femme du chef. Et il faut dire que là, ça nous renvoie à l'obsession wokiste de l'époque. On est à une époque où on tente de déconstruire le genre. Sans parler de la vérité, puisqu'on est aussi à une époque, Juliette, où on tente de déconstruire la vérité. C'est l'heure des fake news et de la post-vérité. Certains revendiquent comme telle. Et cette tendance malsaine à propager des rumeurs sur l'identité de genre et à dire que ce qui est faux est vrai, ce qui est vrai est faux, et voilà, c'est venu des États-Unis, bien sûr, comme toutes ces fadaises. Ça porte un nom outre-Atlantique, on appelle ça le Elite Gender Inversion, avec l'accent, sans accent, l'inversion du genre chez les élites. Et c'est Michelle Obama, la femme de Barack Obama, qui en a fait les frais la première, puisqu'elle a été accusée par des complotistes de s'appeler Michael. Mais ouais, vous savez tout. Oui, je me rappelle très bien de cette histoire. Mais bon, chez nous, ça a pris aussi parce qu'Emmanuel et Brigitte Macron forment un couple atypique, avec une différence d'âge exceptionnelle dans ce sens, en tout cas. Et sans compter que l'un comme l'autre se veulent très discrets sur leur vie privée. Ils ont tout à fait raison, mais ça suffit manifestement pas à les protéger. Oui, et le couple présidentiel a prévu évidemment de porter plainte, comme l'a révélé maître Jean Enoki, l'avocat de Brigitte Macron. Voilà. Alors, décidément, la semaine n'a pas été faste pour le président. Non, elle n'a pas été faste, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'après cette folie de Jean-Michel Trogneux, le président a aussi subi la montée du hashtag boycott Macron TF1, qui appelait à ne pas regarder son intervention de plus de 2 heures sur TF1 et LCI jeudi dernier. Le but, protester contre le détournement par le chef de l'État de son temps de parole pour faire campagne. En gros, demander un décompte de temps de parole par le CSA, et ça a d'ailleurs été le cas. Et cette interview inédite a d'ailleurs récolté un score d'audience assez décevant pour Emmanuel Macron, aux alentours de 3,8 millions de téléspectateurs. Il en attendait plutôt 9 millions. Mais c'est pas tout. Trop d'air quand même. C'est pas tout, parce qu'il y a eu un 3e gros hashtag en top 203. Tendance, cette semaine, qui concernait encore le président de la République, et c'était le hashtag Macron est un psychopathe. Ouais, là c'est du lourd là. Lancé par Florian Philippot suite à son passage chez Pascal Praud mercredi, c'est répandu comme une traînée de poudre, comme d'habitude, jusqu'au top 1. Le tweet en question qui a lancé le hashtag, c'est donc Florian Philippot. On me dit à la télévision qu'il est interdit de dire ou d'écrire que hashtag Macron est un psychopathe. Qu'en pensez-vous? Alors vous avez fait la généalogie de ce Jean-Michel Trogneux, mais alors ça sort d'où ce hashtag Et en fait, il vient d'une interview accordée à un professeur qui s'appelle Adriano Segatori. Cet homme, c'est un psychiatre, un psychothérapeute italien. Et dans cet entretien, il dit reconnaître un comportement de psychopathe chez Emmanuel Macron. Selon lui, le président aurait été sous l'emprise de Brigitte lorsqu'il avait 15 ans, expliquant ainsi un comportement psychopathique au sens clinique du terme. Selon 3 points, l'idée qu'il n'existe pas de limite, un sentiment d'omnipotence dès l'enfance et un narcissisme qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Ce sont ses mots. Et Emmanuel Macron serait également proche d'autres symptômes de la psychopathie, comme la fascination du superficiel, la capacité d'attraction et le malaise dans la confrontation. Et bien, sous l'impact de Florian Philippot, cet entretien en fait a refait surface sur les réseaux partout, afin d'y ajouter à la tourmente du président cette semaine. Et voilà pourquoi on avait le hashtag Macron est un psychopathe en tendance numéro 1 cette semaine sur Twitter. Ben, on sait tout grâce à vous, comme d'habitude. Merci Juliette. Merci. Mais sur cette affaire de psychopathie, j'ai vu la vidéo, c'est en italien, c'est très drôle, c'est un professeur qui vraiment a l'air d'être au milieu des années 50 avec ses bouquins, et il explique en fait qu'il y a un côté sans limite. Mais au-delà, Juliette, vous savez ce que disait le psychanalyste Jacques Lacan de Napoléon? Il disait, Napoléon, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui se prennent pour Napoléon, sans doute beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques se prennent pour Emmanuel Macron, mais
Napoléon se prenait lui-même pour Napoléon et Emmanuel Macron se prend lui-même pour Emmanuel Macron. On vous revient parce qu'on va passer de l'obésité mentale avec ses folles rumeurs à la promotion d'obésité sur les réseaux. Les réseaux peuvent-ils nous faire grossir? On le saura dans un instant. À tout de suite. Sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Et oui, vous êtes bien, c'est le week-end, vous êtes sur politique sous influence. Et cette semaine, grâce aux réseaux sociaux, nous avons encore franchi une étape dans le monde cauchemardesque du progrès wokiste. On avait déjà toute une panoplie de guerriers antiphobes, les anti-homophobes, les anti-islamophobes, les anti-transphobes, les phobophobes, les phobes. Et alors là maintenant, Juliette, vous nous emmenez dans le monde magique de Disney, revu et corrigé par les anti-grossophobes. Un monde où fat, beautiful. Allez-y. Oui. C'est pas mal résumé. Dans la nouvelle adaptation théâtrale de La Belle et la Bête par la réalisatrice Marcia Milgrom Dodge, l'inclusion sera de mise. Et pour incarner la Belle, elle a choisi l'actrice Jade Jones. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était Madame Garrido. Pas du tout. D'accord. Guillaume, Pardon. un peu de tenue. La particularité de Jade, c'est qu'elle se définit elle-même comme noire, queer et assumant son surpoids. D'accord. Mais le méchant tweet de Laurent Oberton d'ailleurs, mais a fait le tour de la toile. On a hâte de voir la Bête, a-t-il dit. Et ça, c'est pas Monsieur Corbière? Non. D'accord. La Bête, elle, sera interprétée par un acteur unijambiste qui a perdu sa jambe à cause d'un cancer. Ouais, c'est nettement moins drôle. Ouais. Vous l'aurez compris, on nage en pleine inclusivité woke. Mais moi, ce qui m'interpelle ici, c'est la mise en avant de la forte corpulence de l'actrice. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, le mouvement body positive, autrement dit bien dans son corps, prenait beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Cette mouvance, elle s'inscrit dans les luttes anti-normes de notre temps, qui place toutes les minorités, mais aussi toutes les déviances, toutes les marges et toutes les pathologies en tête de liste des oppressions sociales et qui vise à sacraliser ce concept d'identité. On le voit beaucoup avec le mouvement, par exemple, LGBT. On ne compte plus aujourd'hui les différents genres et identités sexuelles. Eh bien, la nouvelle identité à la mode aujourd'hui, c'est l'obésité. Ainsi, dans les universités américaines, car tout ou presque nous vient d'ici, de là-bas, se sont ajoutés aux fameuses gender studies, très en vogue à Sciences Po notamment, les fat studies, qui visent à analyser le traitement, donc, de la représentation sociale, culturelle et politique de l'obésité. En gros, si votre IMC dépasse 35, vous êtes cool, à la mode, trendy, vous avez peut-être même des points en plus à Harvard, voilà. Non, c'est ça? Il faudrait dire quand même qu'aux États-Unis, 40% de la population serait touchée par l'obésité, et le mouvement Fat Acceptance tend plutôt à en faire la promotion qu'elle combatte. C'est l'un des premiers pays du monde dont l'espérance de vie baisse parce qu'ils mangent trop. Exactement. Et en 2020, incroyable, là c'est retour en France. Il y a un hashtag qui était né sur les réseaux sociaux. C'était le hashtag plus de 70 kilos et sereine. Donc en fait, il a fait une entrée très remarquée, évidemment. Il avait été créé sous couvert de lutte contre la grossophobie, mais en fait, il consistait à poster des photos de personnes de plus de 60 kilos qui se revendiquaient heureux et bien dans leur corps. Et quelques temps plus tard, on a même vu l'apparition d'un second hashtag, le hashtag 100 kilos et sereine. Non, plus de 100 kilos et sereine. Ouais. Mais où s'arrêtera-t-il? C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un glissement de sens de quelque chose qui est tout à fait acceptable et même normal, d'une bienveillance. On passe à la promotion. Voilà. Et en tout cas, le mouvement, malgré sa dangerosité évidente, est bien présent. Et même en France, une de ses ambassadrices, on la connaît, c'est la chanteuse Iseut. Elle aussi fait la promotion de son corps en surpoids. Elle l'affiche comme un étendard sur les plateaux. Elle assume totalement son obésité. Et elle précise d'ailleurs dans les colonnes du Monde, je ne suis pas obèse par hasard, je le suis parce que j'adore la nourriture. Je fais beaucoup d'excès. La salade à côté d'une bonne pizza ou d'un bon burger, franchement, vous n'êtes pas d'accord? Alors qu'en France, le taux d'obésité a doublé chez les jeunes de 18 à 24 ans durant les 10 dernières années pour toucher près de 9% d'entre eux. Tandis que, selon la Ligue contre l'obésité, 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% de ceux de 8 à 17 ans sont en surpoids. Les comptes de mannequins rondes ou oversize models se multiplient sur Instagram, c'est assez incroyable. Ce sont des comptes qui glorifient leur corps obèse. C'est pas rond, hein, c'est vraiment en surpoids. Oui, non, vraiment le vrai surpoids, l'obésité morbide. Et donc elles glorifient leur corps obèse au mépris total des risques encourus pour leur santé. Par exemple, on a cette influenceuse qui s'appelle Tess Holiday, elle a 36 ans, plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, elle exhibe fièrement son corps, alors qu'on l'estime aujourd'hui se rapprocher des 130 kilos. Ah oui, quand même. 130 kilos. Donc lorsqu'on l'interroge sur les dangers médicaux d'un tel poids, son premier réflexe c'est de crier à la grossophobie et d'utiliser ce slogan « Big is beautiful », en français, le gros est beau.
Et pour en parler, nous recevons le médecin nutritionniste le plus célèbre de France, le médecin qui veut vous faire maigrir, mais qui ne vous prend pas pour un jambon. Ça, c'est une de ses punchlines. Dr Cohen, bonjour, bienvenue dans Politique sous influence. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette propagande d'Iseult? Elle casse un peu votre business? Pas du tout. Parce que vous voulez faire maigrir les Français. Oui, mais c'est un phénomène qui n'a rien de nouveau. Il y a 20-25 ans de ça, Anne Zamberlin, une femme qui est décédée depuis, s'affichait dans les rues de Paris avec son surpoids et se présentait à moitié nue en disant je suis belle et grosse et j'assume ma grosseur. En fait, c'est une façon, si vous voulez, une façon positive de lutter contre la discrimination, parce qu'il ne faut pas confondre la discrimination dont sont victimes les obèses avec le fait que jusqu'à présent, cette lutte contre cette discrimination n'a pas fonctionné, et donc ils essayent un autre mouvement, un autre type de mouvement qui consiste à dire je suis grosse et belle et je m'aime et vous pouvez être comme moi et je vous conseille même d'être comme moi. La réalité des choses, c'est que quand vous êtes à ma place, vous vous rendez compte que beaucoup de gros disent être heureux et qu'en fait très peu le sont réellement. Ça veut dire qu'ils sont confrontés à la réalité sociale qui est injuste, mais une réalité sociale qui est d'une espèce de rejet de la personne obèse, qui est vécue comme une personne qui manque de volonté, qui est quelque part méprisable. Et la deuxième chose, l'influence médicale, qu'elle soit juste ou non, qui fait que l'espérance de vie d'un obèse, de toute façon, est moins importante que celle de quelqu'un qui aurait un poids dans les normes admises. Donc, je pense que ces phénomènes ont longue vie, c'est-à-dire que ça ne va pas durer longtemps, ils vont s'affirmer, ça fait du bien à ceux qui le disent, au moins ça les apaise. Et la deuxième chose, c'est que c'est souvent un phénomène marketing. Par exemple, régulièrement, on a le droit, une fois par an, à un canard, un journal féminin qui va mettre en affiche une personne obèse en disant voilà. Mais en fait, les gens s'en foutent. Les gens veulent quand même être minces ou veulent quand même être dans des standards de poids. Donc, je crois que ce sont des phénomènes qui agissent surtout les Instagram, les réseaux sociaux. C'est des phénomènes de tendance, un peu à la mode par moment, et ils disparaissent assez vite parce que la volonté globale, c'est un vœu collectif. Donc, en fait, c'est même pas que je sois d'accord avec ça, c'est un vœu collectif. Oui, donc en fait, vous êtes en train de nous dire que finalement, ça a peu d'impact, ce n'est pas si dangereux que ça, puisque de toute façon, c'est une sorte d'écume. Par nature, on a envie d'être mince. Oui. Mais pourtant, ça n'a pas été le cas. Si ça peut faire du bien, à ces gens de s'affirmer dans leur surpoids, alors c'est bien. Parce que, par contre, ce qui est tout à fait désagréable, c'est la discrimination. Ça veut dire que c'est vrai que c'est insultant dans un avion de dire à quelqu'un de prendre 2 sièges parce qu'il est gros. C'est insultant dans un restaurant de voir quelqu'un manger et tous les regards se tourner sur est-ce qu'elle est grosse parce qu'elle mange plus. Alors qu'en réalité, un obèse... Vous parlez de 2 exemples différents quand même, parce qu'une personne obèse dans un avion qui prend plus d'une place, effectivement, là, c'est pas pareil que de le juger à un restaurant pendant qu'il est en train de manger. C'est presque la même chose. Vous n'avez pas envie de prendre de place. On vous signifie que vous êtes différent. C'est la discrimination, c'est juger l'autre sur sa différence. Or, on ne peut pas juger les gens. En plus, tous les corps sont beaux. Quand vous regardez, par exemple, les sculpteurs suisses avaient fait un très beau travail pour expliquer que tous les corps étaient beaux et que, y compris et surtout les corps des obèses, qui prenaient des lumières différemment. Donc, c'est lutter contre la discrimination qui est important. Aller professer le désir d'être obèse n'est pas très astucieux aujourd'hui, parce que personne n'a envie de réduire son espérance de vie, et puis parce que la société est telle qu'elle est. Je le répète, c'est un vœu collectif, et dès la petite enfance, quand on fait des études sur les enfants, on observe que la moindre différence chez les enfants dans les cours de récréation, elle est stigmatisée par les autres enfants. Pas forcément méchamment, mais elle est tout de suite stigmatisée. L'apparence entraîne une différence. Mais là, docteur, on voit bien quand même un pays comme les États-Unis, 40% d'obèses. On voit bien quand même que l'image sociale, ce qu'on appelle les mœurs, la façon dont on a de se représenter symboliquement, l'esthétique, la norme, la notion de norme sociale, c'est très 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 important, très formateur dans l'enfance quand même. Donc on ne peut pas dire non plus que les standards de beauté n'aient pas évolué considérablement dans le temps, finalement. Donc là, il n'y a pas un danger, vous, en tant que médecin, à promouvoir ce surpoids ? Non. À promouvoir ce surpoids, je ne sais pas s'il y a un danger, mais quand vous regardez l'historique de l'évolution de la silhouette au fur et à mesure des siècles, vous vous rendez compte qu'on est passé de silhouettes pulpeuses à des silhouettes extrêmement minces. À l'intérieur du XXe siècle,
on avait des mannequins complètement différents. On avait la Shrimp, on avait Kate Moss, et on avait à côté de ça Monica Bellucci ou d'autres mannequins qui étaient plus pulpeuses. Enfin, Monica Bellucci, c'est pas Bottero, hein, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est quand même une femme pulpeuse, à l'époque en tout cas. Donc ça veut dire que l'image de la silhouette, elle évolue au gré de la société, mais aussi au gré des connaissances médicales. Or aujourd'hui, on a clairement, je m'abrite pas derrière ça, on a clairement la notion de la réduction de l'espérance de vie. Quand vous parlez des États-Unis, il faut pas confondre aux États-Unis le middle America, c'est-à-dire les États où il y a beaucoup de culture, etc., avec les pôles extrêmement sophistiqués que sont l'Est et l'Ouest des États-Unis, où là, le culte du corps est vachement important. Mais faire la promotion de l'obésité, je dirais que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire ceux qui font la promotion de l'obésité ne réussiront pas à rendre obèses ceux qui n'ont pas envie de l'être. Et par contre, si ça peut leur faire du bien de se dire « je suis obèse et je m'assume », on est plutôt pour ce genre de choses. Mais, et donc, pour vous, en tant que nutritionniste aujourd'hui, il est plus important de lutter contre la discrimination et la grossophobie que de combattre l'obésité. C'est ce que vous... Les deux. Les deux, mon capitaine, parce que lutter contre la discrimination, c'est fondamental. C'est un des paramètres nouveaux et modernes de la société, qu'elle soit à l'égard des races, du sexe, de la taille, de la silhouette, de l'apparence physique, etc. Donc c'est très très important pour moi. Et justement, dans notre rôle de nutritionniste, on ne fait pas maigrir tout le monde. On fait maigrir des gens qui ont soit besoin, soit envie de maigrir. Quelqu'un qui se sent gros et qui est bien dans sa peau, qu'on lui fiche la paix, c'est son choix personnel, c'est une forme de liberté. Oui. Et à l'inverse, par contre, on va faire maigrir des gens pour lesquels on pense que l'espérance de vie serait réduite si elle est liée à un excès de poids ou à un excès de maladie lié au poids. Merci Jean-Michel Cohen. On rappelle votre site Savoir Maigrir. Voilà, et on est passé, comme pour l'obésité, de la revendication d'un jugement bienveillant sur une souffrance à la revendication d'une normalité revendicatrice, voire agressive. Et c'est comme ça que celles et ceux qui s'opposent à ce que les transsexuels puissent candidater à Miss France sont traités comme des monstres. On en parle tout de suite après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Vous êtes bien tout court, bien sur Sud Radio et de retour sur politique sous influence. La nouvelle présidente de la société qui produit le concours de beauté Miss France, Alexia Laroche-Joubert, qui avait bien des états de service et notamment le loft et la télé-réalité dont elle était une pionnière, a affirmé ici même sur cette antenne, sur Sud Radio, que rien n'empêche désormais la participation de femmes trans au concours de Miss France. Alors, de mon point de vue, c'est un peu moins dangereux que la participation de gros bébés trans de 120 kilos de muscles dans des matchs de rugby féminin, mais cela risque d'être un petit peu aussi glamour à regarder, non? Oui, voilà. Ben, on va commencer par écouter justement Madame Laroche-Joubert. Donc c'était ici même à Sud Radio. On l'écoute. Il y aura des transsexuels dans Miss France? Alors, ce qu'on a toujours dit, mais ça, si vous lisez bien le règlement, on demande à ce que l'identité civile soit féminin. Mais donc, il n'y a pas de problème. S'il y a des transsexuels, mais des transsexuels qui ont cheminé vers le féminin, une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Et vous allez demander, il n'y a aucun souci. Bah, aucun souci. Ouais. Alors, mais aucun souci. Autant vous dire que Geneviève de Fontenay en a perdu son chapeau, Guillaume. Elle a même écrit un communiqué qu'elle a publié sur son compte Twitter. Miss France n'est pas un concours contre nature, dit-elle. Très choquée de cette éventuelle participation des femmes trans au concours pour lequel elle a tant donné. Elle nous dit également, c'est une profonde injure aux 60 années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d'esprit. Bref, vous l'avez compris, Geneviève est conservatrice et on ne la changera pas. Immédiatement, l'association Stop Homophobie a annoncé déposer plainte pour incitation à la discrimination et injure transphobe envers Madame de Fontenay. Non mais là c'est le nouveau procès de Nuremberg tout de suite. Si on peut contester les mots, on peut tout de même se demander s'il est encore permis de critiquer l'ampleur que prend aujourd'hui le mouvement transsexuel dans la société sans se faire traiter de transphobe ni subir un grave harcèlement sur les réseaux. La première victime de ce phénomène, c'est l'auteur de Harry Potter, l'écrivain J.K. Rowling, accusé de transphobie et boycotté par d'anciens fans depuis quelques années maintenant, car elle avait osé, rendez-vous bien compte, raconter que seules les femmes pouvaient avoir leurs règles. Incroyable, la polémique continue à prendre de l'ampleur aujourd'hui, puisque la semaine dernière, elle a à nouveau fait l'objet de harcèlement suite à un de ses tweets, après que les forces de l'ordre britanniques aient indiqué qu'elles enregistreraient désormais des faits de viol ou d'agression conformément à l'identité de genre du suspect.
Pour résumer, si le suspect du viol s'identifie en tant que femme, alors le viol sera enregistré comme ayant été commis par une femme. L'écrivain a immédiatement réagi. Je cite, « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et l'individu avec un pénis qui vous a violé, c'est une femme. » Référence orwellienne qui lui a coûté à nouveau sa tranquillité. J.K. Rowling est une militante féministe bien connue, mais elle se rapproche de ce qu'on appelle dans le jargon une TERF, c'est-à-dire Trans Exclusionary Radical Féministe. I love this accent. C'est-à-dire... Est-ce que les TERF peuvent se faire astro-turfing ou pas? Vous confondez tout, Guillaume. Moi, je comprends. C'est-à-dire c'est une féministe qui refuse de voir la cause des femmes récupérée par des femmes trans, qu'elle considère d'ailleurs toujours comme des hommes. Elles sont en fait les anti-féministes intersectionnelles, c'est-à-dire les féministes qui, elles, admettent une convergence des luttes entre toutes les minorités, si on peut dire qu'une femme est une minorité, mais bon, et associent leur lutte féministe à celle de tous les oppressés. En France, nous avons aussi des représentantes de ce mouvement féministe anti-trans, dirons-nous, et elles aussi subissent de graves harcèlements. On peut citer notamment Marguerite Stern, bien connue pour sa radicalité, et qui en ce moment même fait le buzz car poussée à l'épuisement par les menaces, les harcèlements sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est une autre figure très connue des réseaux sociaux que nous recevons, Dora Muto. Bonjour et bienvenue. Merci. Soyez la bienvenue sur Politique sous influence. Alors vous êtes féministe. Oui. Vous êtes blogueuse. Oui. Vous êtes une femme qui s'assume comme femme. Complètement. Qui en a tous les atouts, voilà, le charme. Bref. Vous êtes fait un nom. Bégayer, hein. Vous êtes fait un nom sur la toile avec un compte Insta. Alors je vais encore bégayer, @Tajoui, voilà, tout rouge, qui a rencontré un grand succès. Bon, en même temps, avec un nom aussi racoleur, c'était un peu gagné, mais vous valez beaucoup mieux que cela. D'abord parce que votre compte est très riche, très intéressant, et que vous êtes l'auteur d'un livre qui dénonce, alors tenez-vous bien, le patriarcat sous la couette. Sous les draps. Tout un programme. On aura l'occasion, après notre petite pause, de mieux faire connaissance avec votre travail. Je dis pas qu'on va aller sous la couette avec vous, mais sous la couette, feuilletez vos pages, en tout cas. Voilà. Mais avant cela, on voudrait vous entendre votre témoignage édifiant sur la haine, la hargne, en fait, des trans en ligne. C'est-à-dire, ce que vous m'avez dit, c'est que vous préféreriez être poursuivi par 150 hyènes affamées que par les trans en ligne sur Internet, c'est ça? Oui, exactement. En fait, moi, ça fait quelques années que je subis un véritable harcèlement de la communauté transgenre. Pour la bonne raison que donc j'ai ce compte qui s'appelle Tajoui, c'est un compte où je parle de plaisir féminin, et quand on parle de jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien, sauf qu'il faut parler d'organes quand on parle de plaisir féminin. On est obligé de parler de clitoris, de vagin, d'utérus à la limite, d'entrée du col de l'utérus. Enfin bon bref, je parle biologie féminine. Voilà, je parle de biologie féminine parce que le sujet le demande. Et donc, le problème, c'est qu'il y a quelques années, il y a certaines personnes, certains transactivistes qui ont commencé à exiger que je dise pénis de femme, en m'expliquant que si je parlais de clitoris, eh bien, ce n'était pas inclusif de ne pas parler de pénis de femme, que je devais arrêter de dire les femmes ont leurs règles et que je devais dire... Pardon, arrête sur image, que c'est pour les gens comme moi, déjà, on est très loin du réel. Compliqué, oui, je sais. Donc, pénis de femme, ça veut dire que c'est un symbole, c'est une image, c'est-à-dire qu'ils veulent que le clitoris soit un pénis de femme pour dire non, nous aussi on en a une grosse, ou alors et le clitoris d'homme. Ah, et le clitoris d'homme aussi, oui, un diclite, ça s'appelle. Un quoi? Voilà, un diclite. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas un digicode, c'est un diclite. Non, c'est un diclite. C'est un diclite. En gros, aujourd'hui, vu que des personnes hommes, des mâles peuvent transitionner en femme. Donc après opération. Non, alors c'est ça, là il y a confusion. En fait, aujourd'hui, transgenre, c'est pas transsexuel. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une transition hormonale, donc c'est une partie du sexe, mais c'est pas le sexe en tant qu'organe. Donc en fait, ils vont faire une transition hormonale, ils vont plus avoir de barbe, ils vont par exemple faire des chirurgies aussi au niveau du visage pour avoir des traits plus féminins, ils vont faire du travail sur la voix, mais ils peuvent absolument garder un pénis. Ils vont devenir centristes un peu, comme vous voulez. Pardon. Je rigole. Donc ils peuvent en gros garder un pénis et être une femme, même légalement parlant. D'accord. Et donc ça veut dire qu'ils exigent ensuite de vous que vous parliez de pénis de femme, oui, parce qu'ils se considèrent femmes, c'est ça? Parce qu'ils se considèrent femmes, parfois même sur les papiers administratifs, ce sont des femmes. Au niveau de... Ah, ça c'est intéressant. La loi aujourd'hui permet de dire dans l'identité qu'on est femme, même si on n'a pas eu une opération. Oui, ça a changé il y a quelques années. Oui. Donc pénis de femme, c'est quelque chose de entre guillemets réel.
C'est-à-dire qu'on peut avoir l'identité d'une femme sur les papiers et avoir un pénis. Attendez, là il est 11h37, samedi 18 décembre, il y a un scoop. C'est qu'en fait, ce qu'on appelait jusqu'ici la République française, les plus grands pays du monde, c'est devenu le pays d'Evelyne Thomas, de C'est mon choix. C'est ça en fait. C'est-à-dire que la République française, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est devenu l'agent d'Evelyne Thomas, c'est mon choix. Je fais qu'est-ce que je veux quand je veux. Oui. Ah d'accord. Et en fait, le problème, c'est que avant, eh bien, pour avoir. Mais moi, si je veux devenir kangourou, par exemple, je vais à la préfecture, je peux dire je suis un kangourou. Tout à fait. Et donc, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous n'avez même pas en fait mené un combat. Vous avez tout simplement utilisé un vocabulaire qui paraît normal à toute personne. Exactement. Et vous vous êtes fait harceler par cette communauté. Exactement. C'est-à-dire que le fait que j'ai refusé catégoriquement d'utiliser ce vocabulaire, par exemple de dire les personnes à vulve ont leurs règles, puisqu'il faut plus dire les femmes ont leurs règles, c'est ce qui est arrivé à J.K. Rowling, et ben on a commencé à me foutre des pressions dans tous les sens en me disant si tu fais pas ça t'es une TERF, si tu fais pas ça t'es une transphobe. Si tu n'utilises pas ce vocabulaire, tu seras puni en fait. C'est ce qui m'est arrivé et vu que je suis une des seules féministes. Donc ça, ce qui vous reproche, c'est le vocabulaire en fait. C'est ça le plus grave, c'est le vocabulaire. Oui, parce qu'en fait il y a un débat sur le mot femme. Est-ce que quand on parle de femme, on parle de sexuation ou de genre? Est-ce qu'on parle de la construction sociale de ce que c'est que d'être une femme? Donc c'est-à-dire avoir les cheveux longs, se vêtir d'une certaine façon, avoir telle ou telle attitude dans la société? Ou est-ce que c'est la sexuation? Est-ce qu'être une femme, c'est être une femelle? Ou est-ce qu'être une femme, c'est être du genre femme? Et aujourd'hui, il y a une essentialisation, c'est-à-dire qu'être une femme, c'est le cliché, le stéréotype des années 50 en fait. On en est revenu là. Has-been. Has-been. C'est-à-dire que moi, toute la lutte féministe à laquelle à laquelle je crois, c'est-à-dire l'idée de dire, en fait, je suis une femme, je veux porter un pantalon, je veux un compte en banque et je suis une femme, ça ne fait pas de moi un homme, je suis une femme. Aujourd'hui, on revient là-dessus. C'est-à-dire qu'avec leur idéologie, les suffragettes n'auraient jamais pu faire ce qu'elles ont fait parce qu'elles auraient dit quoi? Je veux un pantalon, je veux un compte en banque, je veux voter, donc je suis un homme. Ah, d'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si vous voulez désormais aborder une femme dans la rue, c'est très dangereux si vous n'utilisez pas le bon vocabulaire, c'est ça. Donc c'est plus du tout un espoir si charmant me sera-t-il permis. Non, c'est personne à vulve. Est-ce que un espoir si charmant me sera-t-il permis? Il faut rajouter personne à vulve. Personne à vulve. Et c'est assez classe. C'est très classe et ça va très loin. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est un petit débat sur Internet, mais ça ne l'est pas. Dans le sens où, par exemple, The Lancet, qui est un des journaux les plus, des meilleurs journaux scientifiques du monde. Voilà, et ben utilise aujourd'hui le terme personne à vulve. Voilà, c'est-à-dire qu'on en est là en fait. Le planning familial aussi utilise aujourd'hui ce type de terme. Je veux dire, ça sort des sphères Insta. Et ça, Dora, c'est venu des réseaux. Oui, c'est venu des réseaux sociaux. Des États-Unis. C'est venu de la culture woke américaine et du. En fait, pour moi, c'est une partie du transhumanisme. C'est-à-dire que c'est la première étape du transhumanisme et le transgenrisme en fait partie. Et ça, c'est intéressant quand même ce que vous dites parce que on dit souvent que la culture woke, c'est très marginal, c'est que sur les réseaux, ça n'a aucun impact. Finalement, ça a un réel impact. Ils arrivent à leur fin puisque le planning familial parle déjà de personnes à vulve, bientôt le gouvernement, bientôt à l'école. Je veux dire, le Sénat, l'Assemblée nationale, là, je me fais harceler pour une raison, parce que j'ai interpellé les sénateurs, en fait, et les députés autour d'une loi. Il y a une loi qui est donc pour interdire les thérapies de conversion, d'orientation sexuelle. On est bien d'accord, il faut interdire ça. Mais ils ont rajouté identité de genre à l'intérieur de cette loi. Donc, interdiction des thérapies de conversion d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Et en fait, moi, j'ai interpellé les sénateurs pour leur demander identité de genre, mais on parle de quoi, en fait? Parce que moi, je veux bien identité de genre, mais dans ce cas-là, donnez-moi une définition du genre femme et une définition du genre homme qui ne rentre pas dans des stéréotypes sexistes. Je vous demande ce que c'est, parce que quand on parle d'une thérapie de conversion, on part bien d'un point A à un point B. Donc ce point A et ce point B, définition, je vous écoute. Les députés ont été incapables de nous définir ça en disant il y a autant d'identités de genre que d'individus. Ah, bon, dans ce cas-là, demain Les députés vous ont répondu ça? Oui, les députés ont dit ça. Quand on regarde le débat, il suffit de regarder le débat. Le débat est hallucinant. J'invite à tout le monde à aller regarder, je vous assure. Envoyez-le nous, on va le mettre sur le non, mais BSI. on est dans un délire. Les sénateurs, donc du coup, je les ai interpellés. C'est là que je me suis Mais ils ont peur de quoi, ces gens, en fait? Oui, mais ils subissent peut-être ce que subit cette pauvre Dora Muto, le harcèlement
harcèlement en ligne aussi. Oui, est-ce que ce que vous nous disiez, moi, on va je peut-être pense revenir juste un instant Dora, là-dessus, parce que c'est très important que les gens comprennent qu'il y a une haine terrifiante, c'est ça? Terrifiante. Vous êtes grosso modo, vous recevez combien de messages haineux par jour et qui disent quoi ces Mais messages? des milliers de messages haineux. Par jour? Par jour, on est à un stade Mila, là, en fait, dans ma vie, là. On en est. D'accord. Et ils promettent la mort, qu'est-ce qu'ils font? Des menaces de mort. Par exemple, je reçois des messages genre suce ma bite de femme, salope. Enfin, ou sale terf. En fait, il y a aussi ce mot terf qui est devenu. En fait, c'est la même chose que dire féminazie ou dire salope ou dire sorcière. En fait, la terf est la nouvelle sorcière qu'il faut abattre à tout prix. En fait, la femme qui sait ce que c'est que d'être une femme biologiquement, qui croit que être une femme c'est être une femelle, c'est une femelle adulte humaine, qui pense que être une femme se définit par la matérialité et tout simplement les choses tangibles en fait, doivent se taire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui contribuent à ça. C'est-à-dire, elles me font taire. C'est assez impressionnant. Comment bien du courage. Expliquer tant de haine? On va essayer de creuser cette question avec vous. C'est quand même absolument incroyable. On va essayer aussi d'aborder des sujets quand même plus amusants sous la couette. Je le promettais. Il faut tenir la promesse. Mal baisé. On va en prendre plein la tête, nous les hommes. Enfin les hommes. Je m'aventure un peu peut-être. Voilà. J'ai le temps de me faire repérer. Oui, 46 secondes. Donc on envoie la pub et c'est tout de suite après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Et oui, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes bien sur politique sous influence. Je suis très très bien entouré par Juliette Briens, par Dora Moutot. J'ai intérêt à bien me tenir. Et on va consacrer cette dernière séquence à un portrait d'une féministe en colère et une féministe en colère contre l'intolérance woke finalement, l'intolérance intersectionnelle. Votre compte Insta @tajoui vous a fait connaître et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, mais notamment un livre qui dénonce, et ça n'a pu que m'interpeller, le patriarcat sous la couette. Alors vous avez vu du patriarcat sous la couette? Ouais. Vous avez couché avec qui? Non mais avec ça des va. gens pas très doués. Je suis là pour vous défendre, Dora. Ne vous inquiétez pas. Alors oui, donc juste moi je voudrais revenir sur l'origine du compte Tajoui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a donné l'impulsion? Ouais. C'est pas mal de choses, de discussions différentes avec des amis à moi, des femmes qui racontaient leurs ébats sexuels de façon extrêmement mensongère. Et en fait, à chaque fois, je demandais à mes potes, mais t'as joui à la fin? Et non, tu vois. Et lorsqu'avant, elles me racontaient ça comme un porno, et elles pornifiaient complètement leur rapport. Et puis à la fin, quand je demandais s'il y avait eu jouissance, il y avait presque jamais eu jouissance. Aussi des discussions avec des hommes qui m'expliquaient comment je fonctionnais moi, lorsque j'étais là, genre non, en fait, t'as rien réussi du tout, mon garçon. Enfin, en fait, va falloir qu'on en parle là, parce que tu te fais un film en m'expliquant que la sexualité féminine c'est extrêmement mystérieux, ce genre de choses. Je disais, Ce n'est pas faux. non, c'est faux. Ah, c'est faux. Non, je veux dire, quand un homme se masturbe, ça prend 4 minutes. Quand une femme se masturbe, ça prend 4 minutes. Je veux dire, techniquement, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste que les femmes maîtrisent un peu plus les techniques de masturbation masculine que l'inverse. Donc, j'ai essayé. C'est une asymétrie d'information, comme on dit en économie. Complètement. Ou d'intérêt, ou d'empathie pour l'autre aussi. Vous dites que le corps de la femme n'est pas plus compliqué que celui d'un homme, c'est simplement que les hommes ne s'y sont pas assez attardés. Voilà, et aussi que les femmes s'y attardent pas forcément elles-mêmes assez sur leur propre corps. Donc c'est un truc, c'est un ping-pong, on va dire. Et évidemment, pour quelle raison vous pensez? Je pense que culturellement, par exemple, les hommes se masturbent hyper jeunes au collège, c'est un truc dont on parle assez naturellement. Et chez les femmes, une sorte de gigantesque honte. Donc du coup, elles vont pas se mettre à regarder leur corps. La plupart des femmes trouvent, aujourd'hui avec la culture porno, que leur vulve est affreuse. Donc il y a une sorte de gêne comme ça qui va se construire au fil de la vie. Et moi j'ai grandi dans les années 90 et je lisais les magazines féminins qui m'expliquaient qu'il fallait absolument être une bonne suceuse. Et on m'expliquait pas grand-chose d'autre en fait. Donc voilà, il y a toute une culture qui fait que on pense pas forcément à notre propre plaisir, on pense à bien servir une bonne cuisinière aussi. Non, je plaisante. Non, mais j'aggrave mon le lourdeau. Oui, bon, il est là autant jouer la carte jusqu'au bout. Il fait exprès. Autant jouer la carte jusqu'au bout. Non, j'ai une question à vous poser qui est plus sérieuse. La Bhagavad Gita, c'est une tradition indienne, et je crois avoir lu quelque part dans ce texte sacré de l'Inde que si le plaisir représentait 1000
1000 et étaient répartis par les dieux entre les hommes et les femmes. Les hommes en auraient 1 et les femmes en auraient 999. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que finalement vous avez un continent de plaisir absolument gigantesque et en intensité et en diversité, alors que nous on est quand même un peu réduit à des trucs simples? Je pense pas que c'est vrai du tout. Alors, aujourd'hui... C'est une bonne nouvelle pour vous quand même, non? Je vous tendais un petit peu une perche. Non, pourquoi ce serait une bonne nouvelle? Parce qu'en fait... C'est-à-dire que vous pouvez plus non, mais je en pense profiter. pas qu'on peut plus jouir que les hommes. Moi, je pense que c'est pas vrai. Non, je pense que justement les hommes connaissent mal leurs propres orgasmes. Les hommes peuvent avoir un orgasme prostatique, même quand ils ne sont pas homosexuels. Voilà, c'est reparti. Et donc par conséquent, je veux dire, vous aussi, vous avez pas mal de possibilités de la même façon que les femmes, en fait. Mais alors, Guillaume, vous n'avez pas exploré vos possibilités. Tous les goûts sont dans la nature. Non, mais c'est un retournement intéressant quand même, parce que vous parliez du sexe féminin comme étant mystérieux, mais finalement, il est un peu plus interne quand même. Le nôtre est un peu plus externe. Là, pour le coup, c'est des différences qui sont complètement biologiques. Oui. Et donc après, je pense que vous allez contre des clichés qui sont le sexe féminin ne serait pas du tout mécanique et serait purement mental, ce qui est absurde, et l'inverse est absurde aussi. Oui, le sexe masculin n'est pas que mécanique et est aussi mental. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une différence de nature. Vous en parliez tout à l'heure sur les trans. Donc là, il y a des mécanismes plus complexes et plus sophistiqués ou pas du tout finalement? Vous dites que non, c'est pas vrai. En fait, si, on peut avoir... Alors, aujourd'hui, justement, il y a un débat sur est-ce que tout le plaisir est clitoridien ou pas. Moi, je pense que on en a fait un peu trop, justement, sur le clitoris, en pensant que tout le plaisir féminin venait de là. Et, parce qu'il y a pas mal de femmes scientifiques qui disent que, justement, même la pénétration, en fait, stimule le clitoris interne. Et que donc, tout serait relié au clitoris interne. Mais moi, pour avoir pris des cours, justement, de tantrisme, j'ai découvert qu'on peut avoir un orgasme qui vient du col de l'utérus. Et en fait, au niveau du col de l'utérus, on a certains nerfs qui stimulent. En fait, c'est pas les mêmes nerfs que le clitoris, et en fait, ça remonte au cerveau d'une autre façon. Donc, moi, j'ai tendance à penser que justement, les femmes connaissent effectivement mal aussi leur intérieur et leur vagin, et que souvent les relations hétérosexuelles permettent pas forcément de le découvrir si on n'est pas avec quelqu'un qui a la curiosité peut-être d'aller découvrir avec soi les différents points. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pornographie, de la culture de la pornographie en ce moment? Qu'est-ce que ça fait à nos jeunes? Qu'est-ce que ça fait à notre sexualité, à la sexualité des femmes et des hommes? C'est une culture masculine d'ailleurs pour vous? Oui, en fait, si on va se promener sur un site porno sans la main dans le slip et qu'on regarde ça de façon très très détachée, on remarque que... Vous êtes comme ça, vous? Ouais, je suis comme ça. Moi, je vais sur les sites porno la tête froide. À titre pédagogique. Exactement. Et ben on se rend compte que c'est quand même tout le temps des schémas de domination masculine. C'est ce que ça raconte en fait. Et moi, ce que je trouve absolument scandaleux sur ces sites-là, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, si je tape sur Google Almost Dead Porn, donc presque morte porn, je vais trouver des vidéos de femmes au bord de l'évanouissement, et ça, c'est considéré comme du sexe. Oui, mais ça reste marginal. Non, justement, ce n'est pas marginal. Si on se promène sur un site porno et qu'on commence à aller dans les sous-catégories, c'est pas si marginal que ça. Et en fait, par exemple, la zoophilie, on peut penser que c'est marginal, mais ça ne l'est pas. Il y a énormément de sites où il y a des femmes qui se font pénétrer par des chevaux. Alors, je veux dire, ça c'est normal. Bon appétit, on est juste avant le... Est-ce que ça vient du libre service et de la gratuité du porno maintenant qui est partout sur Internet? Il y a que quelques clics à faire, et donc du coup, est-ce que les jeunes se lassent en fait de relations, on va dire, sexuelles un peu normales, ce qu'on pourrait imaginer quand on pense à une relation sexuelle, et vont en chercher toujours plus? Oui, je pense qu'il y a une sorte de surenchère comme ça. Une fois qu'on a vu une pénétration, deux pénétrations, un gangbang, et puis peu à peu, on va chercher de plus en plus hardcore. Et vu que c'est relativement facile d'accès, on y va. Et je pense que le problème, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, en fait, ça provoque un certain, traumatisme au cerveau. Je dis ça en rigolant. C'est la Ligue de Vertu qui m'appelle. Il faut quand même se calmer, madame. Ah non, c'est madame de Fontenay. Calmez-vous. Voilà. Et je pense que ça provoque une sorte de traumatisme au cerveau qui fait qu'après on devient addict en fait. Et le problème, c'est comment on fait une fois qu'on a vu ces images si choquantes et si excitantes pour certains, pour essayer de les oublier. C'est extrêmement compliqué. On devient... Pour certains, pas pour certaines. J'ai bien noté. Pour certaines aussi. Non, pour certaines aussi. Alors, moi, je voulais ah oui, il y a beaucoup de femmes accros. Est-ce que les femmes, elles sont accros à la pornographie aussi? Bien sûr. Et pourtant, vous dites qu'elles ne sont pas représentées dans leur plaisir. Donc, comment ça se fait?
Eh bien, parce que les femmes adoptent en fait les schémas de soumission et trouvent finalement un certain plaisir dans ces schémas de soumission. Nous y voilà. Nous y voilà, mais le problème c'est justement ça, c'est est-ce que on veut rester dans cet état-là où on voit des femmes en fait qui sont carrément au bord de la torture, et ça fait jouir certaines femmes de regarder d'autres femmes au bord de la torture, donc ça questionne quand même. Oui, mais là, est-ce que vous n'êtes pas dans la perversité et vous n'êtes pas vraiment dans la transgression? C'est-à-dire qu'il y a une question de degré, mais au bout d'un degré, ça change de nature. Vous voyez, entre un jeu sexuel, après, ça peut devenir autre chose, ça peut devenir vraiment de la violence, ça peut devenir oui, mais moi, inacceptable. C'est ce que je critique dans le porno, c'est-à-dire que ça devient très très vite inacceptable. Qu'il y ait des petits jeux de soumission, voilà, des jeux de rôle, etc. J'entends, je suis pas là pour faire la police, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, enfin, regardez, vraiment, allez-y, regardez, sans excitation, vous allez vous rendre compte vous-même de à quel point ça déborde. Moi j'ai peur, j'ai besoin d'une jolie femme, sinon j'ai peur. Votre compte T'as joui consiste en quoi exactement? Vous continuez à le... Là, il est suspendu à cause du harcèlement que me fait vivre la communauté transgenre, mais sinon c'est un compte qui parle de sexualité féminine, où je publie à la fois des témoignages, à la fois, par exemple, je vais m'amuser à expliquer certains mots, comme circlusion, qui est l'inverse de la pénétration, c'est quand une femme prend un homme, enfin voilà. Bon, et on vous invite à vous connecter dès qu'il sera de retour. Je suis bouche bée. Voilà, bouche bée, mais je pense que la conversation va se prolonger. Restez avec nous. Bon week-end d'abord sur Sud Radio, bonne fête à vous, et vous allez retrouver On parle auto. Alors on va changer complètement d'univers, encore que, on va parler de chaîne, donc quand il n'y a pas, là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir, on va dire ça comme ça. Non, c'est très mauvais, ça dérape un peu. Non, justement pour ne pas déraper, avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau, On parle auto, c'est tout de suite.